Salut à tous, c'est Carla de FF Carla et je suis super excitée aujourd'hui de vous annoncer mon nouveau podcast autour du football féminin et de ses acteurs Pitchside. Ce podcast sera dédié à vous faire découvrir les joueuses, les acteurs du football féminin qui essayent de le mettre en avant tous les jours et pouvoir défendre ce sport qu'on aime tant. Alors c'est parti pour Pitchside, le premier épisode. Pour ce premier épisode, on a l'honneur de recevoir Andrea Lardès, figure emblématique des Girondins de Bordeaux. Elle est présente depuis le début de la création de la section féminine en 2015. Andrea, tu as entamé ta 10e saison avec le club et choisi de relever un nouveau défi dans un contexte difficile pour l'équipe féminine. On va plonger ensemble dans ton histoire, ta carrière et tes perspectives pour le football féminin. Donc c'est parti pour Pitchside, le nouveau podcast dédié au football féminin et ses acteurs. Andrea, merci d'être avec nous. Comment tu te sens ? Bonjour, merci à toi du coup de m'accueillir pour le podcast. Écoute, ça va très très bien. Nouvelle vie, effectivement, comme tu l'as un petit peu expliqué, mais franchement, ça me convient bien. Je suis contente. Andrea, c'est ta 10e saison avec les Girondins de Bordeaux. Cette année, un tel parcours, ça en dit long sur ta carrière. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu as commencé le football ? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire une carrière ? Et est-ce que tu pensais un jour devenir professionnelle en France ? Ouais, alors moi j'ai commencé, j'avais 6 ans. J'ai commencé donc avec les garçons du côté de Mont-de-Marsan à l'Étoile Sportive Montoise. Okay. J'ai fait toutes mes années garçons jusque là où je pouvais pousser au maximum parce que j'adorais jouer avec les garçons. J'ai joué après là-bas avec les seniors féminines puisqu'il n'y avait pas d'équipe de jeunes. Et en fait, comme je basculais pour mes études sur Bordeaux en 2010-2011, j'ai commencé à m'entraîner avec l'équipe de Blanquefort qui était à l'époque en D2. Et c'est l'année suivante, en 2011-2012, il me semble que j'ai du coup signé dans leur club pour pouvoir évoluer à un niveau un petit peu plus important. J'avais fait toutes les étapes régionales. À l'époque, c'était PH et DH, l'équivalent de R1, R2 maintenant. Et donc, je suis arrivée en D2 à Blanquefort et j'ai fait toutes les années jusqu'à ce que les Girondins reprennent la section féminine en 2015. Et donc, on a fait une année en 2015-2016 en D2 et après, on est tout de suite monté en D1. Donc, j'ai tout connu avec Bordeaux. J'ai signé mon premier contrat fédéral à mi-temps, je crois, en 2018. Donc, c'est pas si vieux pour moi, en tout cas. C'était un tout petit contrat, donc je bossais à côté. Et disons que j'ai toujours dit à mes parents que je voulais être pro. Bon, eux voulaient les études, etc. Et c'est ce que j'ai continué de faire en parallèle. Mais j'avais pas conscience que pro, en fait, c'était gagner de l'argent. Pour moi, pro, c'était jouer au plus haut niveau, aller en équipe de France. Mais j'avais pas du tout conscience, quand je leur tenais ce discours, qu'on pouvait gagner de l'argent avec le foot, ce qui est le cas maintenant, quoi. Et en tant que pro, justement, est-ce qu'il y a des contraintes, entre guillemets, par exemple, des choses que tu n'as pas le droit de faire ou... Ouais, forcément, tu signes un contrat, donc je pense qu'il y a des clauses, il y a des choses comme ça aussi auxquelles tu te restreins et auxquelles on ne pense pas forcément. Oui, alors il y a beaucoup de... Je pense qu'il y a une base dans tous les contrats et après, chaque club fait son propre contrat. Déjà, il y a tout un respect à avoir vis-à-vis du club. On peut pas dire ce qu'on veut, on peut pas faire ce qu'on veut. On ne peut pas porter les maillots qu'on veut, évidemment, surtout quand... ça, c'est plus ou moins informel, c'est jamais spécifié totalement. Mais en général, on nous le précise quand même. Et après, on a beaucoup de sports et de pratiques, en fait, qui sont quand même interdites. Notamment les sports motorisés, l'équitation, l'ULM, la plongée, enfin des sports comme ça qui sont pour le coup spécifiés et bien écrits noir sur blanc dans nos contrats. Donc bon, c'est pas des grosses restrictions. Je suis pas une grande fan de sensations fortes, mais bon, je sais que peut-être pour certaines ou pour certains, ça peut être un petit peu pénalisant, quoi. Ouais, je pense qu'il y a une question d'oreille interne ou d'oxygène. Enfin, j'ai pas les détails, hein, mais bon, on l'a vu à travers plusieurs exemples. Le ski, tu vois, on avait eu le cas, je crois, avec Manuel Neuer. On a eu le cas de l'équitation aussi avec le gardien du PSG qui est tombé. Donc bon. Non, mais en vrai, oui, non, c'est des choses auxquelles on pense pas, mais c'est vrai que une fois que tu deviens pro, au final, ta vie entre guillemets est un peu contrainte par rapport à certaines choses que tu pouvais faire avant au quotidien que maintenant tu peux plus faire. Enfin, par exemple, faire des sports motorisés. Si avant t'aimais faire de la moto, maintenant tu peux plus parce que t'as signé un contrat pro. C'est vrai que c'est des contraintes auxquelles il faut que tu t'adaptes, qui sont pas forcément évidentes, je pense, pour certaines personnes, certains joueurs, certaines joueuses. Après, c'est comme dans beaucoup de boulot, t'as les avantages et les contraintes. La grosse contrainte, c'est que notre boulot et notre job, notre gagne-pain repose sur notre corps, en fait. Et donc, que ce soit en termes d'hygiène de vie ou effectivement de limitation des comportements ou des conduites à risque, on est forcément restreint sur ça. Alors, ils peuvent pas nous mettre des clauses sur l'hygiène de vie, mais évidemment, sur l'interdiction de certains sports, ils sont en droit. En fait, théoriquement, on peut les pratiquer. Le truc, c'est que s'il nous arrive quelque chose, ils sont en droit de rompre le contrat. Ok. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de toi en tant que joueuse ? Est-ce que tu te souviens de tes débuts ? Qu'est-ce qui t'a poussée en fait à jouer au football ? Qu'est-ce qui t'a donné envie ? Je sais pas, dans ta famille ou je ne sais pas.
Alors absolument rien dans ma famille puisque personne n'est dans ce milieu-là. D'ailleurs, je crois que mes parents, ma mère en tout cas, connaît toujours pas toutes les règles après 10 ans, même après du coup plus de 20 ans dans le foot. Mais bon, c'est pas. En fait, j'ai démarré en faisant du judo. J'avais besoin de me dépenser, voilà. Sauf que je me suis vite rendu compte que la rigueur du judo, l'individualisme et la salle, être en salle et tout ça, ça me convenait pas. Donc en fait, j'ai fait un test au foot. C'était ça ou l'athlé. J'ai fait un test au foot et en fait j'ai adoré quoi, le côté collectif, le fait d'être dehors, le fait de pouvoir courir, ça a tout de suite collé avec mon caractère, donc j'en suis jamais sortie. Ok. Et est-ce que tu te souviens un peu de tes débuts, mais vraiment en tant qu'enfant, ouais, ton premier souvenir avec le football, quoi? Ouais, bah en fait je commençais surtout dans la cour de récré, à vrai dire. Je jouais un peu avec les garçons, je pense comme beaucoup d'entre nous, on a débuté un peu comme ça. Il y avait très peu de filles qui jouaient et en fait je me rappelle la première fois que ma mère m'a amenée à l'entraînement. Alors je suis quelqu'un qui est très réservé, je parle pas beaucoup, donc j'étais vraiment un peu isolée. Et en fait c'est le coach à l'époque. Bon, quand on est en débutant, c'est plutôt des éducateurs même. Donc c'est un éducateur qui était à l'époque un vieux monsieur et qui malheureusement est décédé depuis, mais qui s'appelait Gaston et qui en fait m'a accueilli et m'a totalement libérée, m'a permis de m'exprimer. Et en fait, j'ai joué avec des garçons qui étaient juste géniaux, qui m'ont toujours protégée, que j'ai suivi pendant des années et avec qui je suis toujours en lien. Donc c'est vraiment ce côté relationnel que j'ai ressenti tout de suite et qui m'a permis moi de me sentir très à l'aise dès que je jouais. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir évolué avec des garçons, ça t'a aidé quelque part, peut-être, je sais pas, au niveau du physique ou au niveau de vouloir faire mieux, d'avoir un peu cette compétition, si je peux dire? Je pense que ça m'a aidé à tous les niveaux et c'est d'ailleurs un peu le message que j'essaie de faire passer aussi. Je pense que c'est bien que les sections féminines, même si elles sont à 100% féminines, puissent par moment s'entraîner avec les garçons ou jouer avec les garçons. Je pense qu'en termes de motricité, ça m'a obligée à aller, même si j'étais déjà plutôt dégourdie, ça m'a obligée à progresser plus vite. En termes d'intensité de jeu, alors pas quand on est débutant et qu'on a 6 ans, mais quand je suis arrivée à 12-13 ans, tout allait plus vite. Donc il fallait que je réfléchisse plus vite, que j'agisse plus vite. Et après, en termes de caractère, évidemment, quand on est la seule fille dans un vestiaire, il faut savoir trouver sa place, s'affirmer sans être... Enfin voilà, j'étais pas la caporal-chef du vestiaire, mais pour autant, il fallait que j'arrive à trouver ma place. Donc je pense que c'était vraiment une bonne chose pour moi. Et je pense que c'est aussi ce qui m'a forgée en tant que personne d'avoir ce parcours avec les garçons. Et tu disais là au début que tu as suivi des études, je crois que c'est des études de psychologie ou... Ouais, c'est ça. Et est-ce que du coup, tu penses que ça t'a donné un plus dans le sens où peut-être que dans des moments plus difficiles, tu as pu prendre plus de recul suite à tes études? Est-ce que tu penses que ça t'a donné un avantage, ces études? Oui, et je pense surtout qu'en fait, ça s'est fait au très bon moment pour moi parce que j'ai fini mes études en 2018. C'est du coup l'année, comme je te disais tout à l'heure, de mon premier contrat. Donc en fait, c'est vraiment bien tombé. On s'entraînait plutôt en fin de journée, donc j'avais le temps de suivre ma journée de cours et après d'aller aux entraînements. Sur la fin de mon cursus, il y avait même des aménagements qui s'appellent des aménagements phases maintenant, qui nous permettent d'avoir des preneurs de notes, etc. Donc vraiment, moi, ça a été le parcours, on va dire, idéal parce que j'avais un équilibre vie, bon pas pro encore, mais vie footballistique et vie perso qui était hyper équilibrée. Et je pense que c'est aussi un des aspects qui a été important pour moi. Ça a peut-être été un frein. Disons que si j'avais été plus carriériste dans le foot, je pense que mes études auraient été un réel frein. J'avais fait des détections à l'époque pour rentrer à Clairefontaine, mais j'avais un peu d'avance à l'école, donc ça sous-entendait rentrer en terminale alors que les autres rentraient en seconde. Enfin, ça collait pas du tout. Et je pense que pour moi, j'avais besoin de cet équilibre-là, être proche de ma famille, pouvoir faire mes études et le foot. C'est ce qui fait aussi que j'ai eu cette carrière, on va dire, assez linéaire, quoi. Oui, t'es resté à Bordeaux pour être proche de ta famille. Après 10 ans au club, ça fait de toi une des joueuses les plus expérimentées, voire même la plus expérimentée. Qu'est-ce qui te pousse à rester au club après tant d'années, notamment avec la situation actuelle qui n'est pas forcément la plus simple? Pour ceux qui ne savent pas, Bordeaux a connu une situation assez compliquée ces derniers temps, où la section féminine a été reléguée en Régional 1. Qu'est-ce qui t'a poussé à rester au club malgré cette relégation? Bon, je voulais arrêter, hein, très clairement. Moi, j'avais prévu d'arrêter. J'avais pas prévu déjà de continuer longtemps le foot, c'est-à-dire que le foot professionnel, pour tous les problèmes, alors certainement à Bordeaux, les problèmes étaient amplifiés, mais pour tous les problèmes qu'on peut encore y rencontrer, commençait à me fatiguer en tant que joueuse. Donc, j'avais pas prévu de continuer très longtemps. J'ai refusé plusieurs offres et j'étais vraiment partie pour arrêter. Et en fait, c'est quand j'ai compris que du coup, on rebasculait sur la partie associative que je me suis dit, ok,
bon, j'ai peut-être encore une année dans les jambes. Est-ce que ça vaudrait pas le coup que j'aide sur cette année-là pour potentiellement remonter le plus rapidement possible? Parce que le football évolue quand même assez vite et j'ai peur que, entre guillemets, on s'encroute dans ce niveau régional. Et je pense que le meilleur moment pour rebondir, c'est là, c'est maintenant et c'est tout de suite. Donc, bon, j'en ai parlé avec les filles. J'ai eu l'occasion de discuter avec Sophie Istilar et c'est un peu comme ça qu'on s'est motivé aussi. J'en ai parlé avec Amandine Herbert qui avait prévu d'arrêter et qui au final a repris une licence aussi. Léa Manon est revenue pour nous donner un coup de main. Donc en fait, je pense qu'on a toutes compris un petit peu l'objectif et le fait que ce soit sur l'assaut, c'est clairement ce qui fait que j'ai rechaussé les crampons. J'aurais pas rejoué à un niveau professionnel. Oui, donc en fait, il y a eu une sorte d'élan de solidarité, comme on a pu voir chez les garçons, où d'anciens joueurs ou des joueurs plus expérimentés ont repris des licences pour pouvoir aider le club. Et en fait, c'est beau, hein, parce qu'on pourrait se dire que tu aurais pu laisser la section là où elle est. Et au final, il y a un réel élan de solidarité de vouloir se dire, faut qu'on remonte, parce qu'avec l'évolution du football féminin, faut que Bordeaux retrouve sa place, parce que c'est quand même un club d'élite. Vous avez connu la Ligue des Champions, vous avez connu quand même de très bons moments. On a eu des joueuses de classe mondiale qui sont venues à Bordeaux. Et c'est vrai que ça fait de la peine de voir Bordeaux dans cette situation, mais je pense que vous avez quand même un groupe assez jeune. Vous êtes quand même 5e, je crois, au classement aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a quand même de belles choses à voir. Et après, oui, c'est pas les joueuses les plus expérimentées, mais il y a un bon groupe, je pense, jeune, expérimenté. Du coup, ce qui va permettre à Bordeaux de pouvoir retrouver sa place Ouais, c'est ce que j'espère. Après, on n'a pas la prétention de pouvoir y arriver tout de suite. Sophie a quand même arrêté 2 ans. Avec Amandine, Oui. Du coup, on a eu une préparation en dents de scie. On s'est stoppé pendant un petit moment. On n'a pas de rythme. Donc franchement, c'est pas évident, mais au moins on retrouve le football qu'on a connu il y a des années, le football qui est un peu plus vraiment simplement dans le plaisir de jouer. Alors on a un objectif qui est commun et on espère qu'on va pouvoir l'atteindre, mais c'est vrai qu'on retrouve des sensations qu'on n'avait pas connues. Je veux dire, si à un moment donné j'ai un empêchement, je vais privilégier ma vie perso. Et en fait, c'est un problème pour personne et tout le monde comprend. Et ça, c'est juste incroyable. Enfin, c'est un vrai changement quand on a connu que le foot et qu'en fait le foot était notre priorité. Donc et c'était très bien comme ça, mais je pense que en tout cas pour moi il est temps aussi que ce soit ma vie un peu qui reprenne le dessus. Mais bon, j'aurais signé dans aucun club de Régional 1 ailleurs si ça avait pas été Bordeaux. Donc je pense que s'il y a quelque chose que j'aime encore plus que le foot, c'est que cette section féminine, je pense. Du coup, donc là, les joueuses qui sont aujourd'hui en Régional 1, les jeunes, c'est quoi? C'est des jeunes qui étaient dans les sections plus jeunes avant, les saisons passées? Oui, il y a beaucoup de jeunes qui étaient en 19 ou au Pôle Espoir, donc à Bordeaux. Et t'en as quelques-unes qui étaient déjà à l'entraînement avec nous sur les saisons précédentes. Donc, et en fait, on est sur un effectif un peu mixte, c'est-à-dire que t'as des joueuses qui étaient pour jouer éventuellement en D2 s'il y avait eu cette saison. T'as les joueuses qui qui sortent des 19 et on complète par des jeunes qui sont actuellement en U19. Donc en fait, tu as une espèce de mélange entre joueuses d'expérience régionale qui connaissent ce niveau-là et des jeunes joueuses qui viennent amener un petit peu de fraîcheur physique. Donc en vrai, c'est plutôt cool et c'est enrichissant même pour nous. Justement, donc là, tu disais Bordeaux, enfin, du moins la section féminine est distincte, si j'ai bien compris, de la section masculine, puisque c'est l'association qui a repris la section féminine. Et donc ce côté associatif, forcément, il est intéressant parce on voit qu'il y a eu, enfin, on a lu qu'il y avait eu une implication locale qui a été mise en place au sein de la section féminine avec des investissements financiers. Est-ce que tu as senti, grâce à tout ça, notamment l'association maintenant qui est dirigée par Jean-Louis Trio, qui est un ancien président historique du club, est-ce que tu sens qu'il y a eu un certain regain, je sais pas, d'espoir auprès des joueuses, du staff? Oui, alors après, on a quand même l'impression de marcher sur un fil, c'est-à-dire que il y a eu un élan de solidarité. Je pense qu'il y a eu aussi un élan je sais pas si je peux l'appeler intéressé, mais je pense que les gens ont vu la situation et se sont dit, en fait, au moment où nous, on n'était pas bien, ok, on va investir chez les filles, ce sera un premier pas aussi pour aller chez les garçons, ce qui est tout à fait normal. Je sais que l'asso a privilégié certains financements plutôt que d'autres et j'ai pas le détail. Je sais pas forcément pour quelle raison, mais c'est sûr que de revenir avec Jean-Louis Trio et Françoise Brunet, qui étaient là à l'époque, en 2015, quand on a fait le transfert, au moins on revient à des bases solides. Après, je me suis entretenue 2-3 fois quand même notamment avec Françoise Brunet pour lui demander un petit peu quels étaient les objectifs, puisque pour moi la place de Bordeaux, que ce soit chez les filles mais même chez les garçons, n'est pas à ce niveau-là en fait. Donc le fait que ce soit sur l'assaut, j'espère que ce sera seulement transitoire et qu'on retrouvera quand même rapidement un niveau professionnel
Mais ça, l'asso pourra pas l'assumer toute seule. Donc ça va passer déjà par des résultats sportifs qui vont attirer des sponsors et des investisseurs. Et c'est ensuite comme ça que ça repartira. Mais j'espère que ça prendra le moins de temps possible. Et justement, par rapport aux sponsors, est-ce qu'il y en a qui sont restés de la saison dernière et ils ont tous vu la situation du club et ils ont préféré arrêter? Non. On a des sponsors qui sont historiques, qui continuent de donner. Alors notamment même sur les shorts ou les écoles de foot, etc. Mais on en a 2-3, oui, même qui ont tenté de s'intégrer sur des projets de reprise ou des choses comme ça, et qui viennent régulièrement même à nos matchs. Donc oui, on a une base pour le coup qui est très solide à ce niveau-là, et tant mieux, parce qu'on a vraiment besoin d'eux, et d'autant plus maintenant qu'on est sur l'association. Et puis même en termes d'état d'esprit, je trouve que le fait d'avoir des sponsors comme ça sur du long terme, c'est aussi révélateur de ce qu'on peut véhiculer, nous, en tant que section féminine. C'est sûr. Et justement, par rapport à la section féminine, le club en général, est-ce qu'il y a toujours des centres de formation ou tout a été dissous, par exemple, les catégories plus jeunes pour la section féminine? Ça a été un peu compliqué parce qu'en fait, comme tu sais, j'ai plus le mot en tête, mais en gros, quand t'as un centre de formation, t'as ce nom-là. Et en fait, nous, on a perdu du coup cette convention qui permettait d'avoir le nom de centre de formation. Donc toutes les joueuses qui étaient sous convention, je crois, du coup, n'ont plus ce statut-là. Donc en fait, il y a toujours, je sais pas encore si ça a été nommé ou pas, ça fait une espèce de section sportive en fait. Donc on a toujours une section sportive, les filles ont gardé l'hébergement qui était prévu. Le problème, c'est que du coup on a beaucoup moins d'encadrement, donc elles continuent d'avoir des entraînements comme sur les mêmes horaires, etc., mais plus de préparation physique. Enfin, ça a été quand même hyper remanié, donc c'est plus du tout le même. Enfin, en tout cas, on n'a plus l'appellation centre de formation. Ok, d'accord. Et pour l'avenir, pardon, de la section féminine, comment tu la vois, toi? Moi, j'ai vraiment, et j'espère vraiment que ce soit chez les garçons ou chez les filles, qu'un investisseur arrivera, soit spécifiquement pour nous, soit pour la totalité du club, mais avec un projet pour la section féminine, de façon à pas faire peser non plus des ambitions sportives sur l'asso, parce que je pense que si on devait monter et que notre objectif ce serait de monter encore, je suis pas sûre que l'asso pourrait suivre très longtemps. Je connais pas beaucoup de clubs de D2 qui sont qui reposent sur une association. Donc je pense que il faut très très vite en fait qu'un investisseur arrive, soit pour la totalité du club, soit vraiment pour la section féminine. Mais je pense qu'il n'y a pas 36 solutions. Ça va passer aussi par des résultats sportifs. Et est-ce que c'est par rapport à toutes les situations qu'on a pu voir où les sections féminines en pâtissent de la section masculine, maintenant on voit par exemple du côté de Lyon où si je dis pas de bêtises, la section féminine est distincte de la section masculine. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée d'avoir ce modèle dans peut-être tous les clubs de football féminin, de pouvoir distinguer ces deux parties pour pas que la section féminine en pâtisse à chaque fois des résultats ou de la situation chez les garçons? Alors moi, je vais être très transparente. Je rêve d'un monde où en fait, on ne dépend plus des garçons. Donc oui, évidemment, pour moi, ce serait l'idéal et c'est ce qui devait se passer chez nous. L'idée, c'était qu'on suive le même modèle que Lyon. Quand Sfera Partners devait venir cet été et potentiellement nous racheter, l'idée, c'était qu'on garde une structure autour de l'association avec le nom, etc. Je crois qu'il y avait encore une partie de l'administratif qui aurait été gérée par la partie SA garçon. Mais l'idée, voilà, c'était que la plupart de la section féminine reviennent sur Sfera Partners. Bon, ça s'est pas fait, mais j'espère qu'à l'avenir, on aura des clubs comme ça. C'est pour ça que je suis un peu déçue que Soyo ait pas pu tenir. Je suis un peu déçue que Juvisy, à l'époque, ait dû se rattacher au Paris FC. Mais comme nous, avec Blanquefort, on a dû se rattacher au Girondins de Bordeaux. Je pense que c'était une étape transitoire. Maintenant, j'aimerais qu'on tende vers un modèle un peu à l'américaine où, en fait, les clubs sont 100% féminins, ou à minima, si on partage l'image et le nom du club, qu'on puisse avoir une entité comme Lyon 100% féminine avec une réelle volonté de développement, parce qu'on est trop soumise aux volontés des dirigeants, aux moyens financiers du football français en général, puisque les droits télé chez les garçons, l'air de rien, quand il faut le répercuter dans un club, c'est sûr que potentiellement ça va pas chez les filles. Donc j'espère qu'on va tendre vers des modèles de plus en plus comme Lyon, mais ça veut dire qu'il faut des gens avec beaucoup d'argent, puisqu'on est pour le moment dans un modèle qui n'est pas 100% rentable. Et il faut des gens avec une réelle volonté, en fait. Donc, ça fait quand même deux gros facteurs. Mais s'il y a plus, si moi je souhaite qu'une chose, c'est qu'il y ait plusieurs Michel Kang et qu'on avance comme ça, quoi.
Ça, c'est sûr. Et ouais, c'est vrai que Michel Kang, c'est vraiment un exemple. Elle a investi là, elle est notamment sur le coup pour les vanter, si j'ai bien suivi. Donc, ça serait cool qu'on en ait plus enfin, dans le monde du football féminin en général. Et là, notamment, j'ai plus son nom, mais la femme là qui souhaite, c'est une actrice, je crois, tu sais, qui souhaite créer une chaîne 100% football, enfin, Oui, c'est 100% Whoopi sport Goldberg. féminin. Ouais. Et du coup, ça serait hyper intéressant. Je sais pas si nous, ça pourrait nous toucher en France, étant donné que bah, je pense que ça va d'abord toucher les États-Unis. Et on va pas se mentir, le sport féminin en France, c'est pas encore ça. Donc, je pense pas que ça soit le plus intéressant pour elles. Mais ça serait intéressant que nous aussi, on puisse avoir accès à ce genre de chaîne. Parce qu'aujourd'hui, on a DAZN, mais c'est vrai que bah, bon, ça va que c'est gratuit, je crois, mais que pour la Champions League. Donc, c'est vrai que bah, c'est pas encore, enfin, en France, on n'est pas encore trop avancé Ouais, puis sur les médias. c'est un éternel débat parce qu'on l'a eu aussi ce débat avec la Fédé et l'UNFP quand ils sont venus nous voir dans les clubs. On leur a dit ok, que les matchs soient diffusés, c'est très bien. Alors nous, Mm. on a notre part de responsabilité parce qu'il faut que le spectacle soit au rendez-vous. Mais pour ça, on a besoin de moyens pour avoir des qualités d'entraînement et des qualités de récupération et d'entraînement qui soient au niveau. Mais surtout, il faut rendre le spectacle attractif. Et là, pour le coup, c'est les clubs et la Fédé, je pense, qui ont un travail à faire. Enfin, quand je vois des matchs filmés avec des gouttes d'eau sur les caméras, en fait, ça donne une image encore plus amateur de notre sport qu'elle ne l'est déjà, parce qu'on est déjà victime de beaucoup de stéréotypes et de préjugés. Et en fait, si c'est pour nous diffuser en nous diffusant comme ça, moi je leur ai dit franchement ne le diffusez pas, parce que là vraiment c'est nous desservir que de diffuser des choses comme ça, où on entend les commentaires du commentateur, où on voit les stades vides avec des échafaudages, des choses comme ça n'a aucun sens. Donc je pense qu'il y a un travail à faire à tous les niveaux, mais effectivement, si on arrivait à avoir une chaîne comme ce qui va se faire aux États-Unis, je l'espère, qui peut retranscrire un maximum de sport féminin, c'est sûr que c'est comme ça que ça évoluera. Mais à condition d'avoir sur le terrain et dans les infrastructures, d'avoir des conditions qui donnent envie de regarder. C'est sûr, ça va dans les deux sens, mais c'est vrai que on a pu le voir. Enfin, je me souviens, je sais pas si vous aviez été au courant les joueuses, mais je me souviens quand j'étais venue voir Bordeaux, je crois que c'était face à Fleury la saison dernière ou le Paris FC, non, je crois que c'était Fleury. Et du coup, j'étais avec l'ancienne staff manager, je sais plus exactement le nom, mais on avait vu le staff de la FFF arriver, mais je sais plus si c'était Dailymotion ou la FFF qui diffusait ça l'année dernière, mais ils étaient arrivés, mais je crois avec 30 minutes de retard. Enfin, ils avaient même pas diffusé la première partie du match, et on les avait vus arriver, se pointer 30 minutes après. Mais c'est, en fait, j'ai l'impression que ça montre qu'en fait, en fait, même les instances les plus hautes, en fait, n'en ont presque rien à faire un peu du sport féminin, que c'est pas pris au sérieux, alors qu'il y a des gens qui veulent suivre ce genre d'affiches. Et franchement, ça avait été vraiment décevant de voir la FFF avec leur caméra arriver, ou je sais plus qui c'était, quelle société filmait ça, mais arriver mais avec 30 minutes de retard. Oui, je pense que comme tu dis, on n'est pas prise complètement au sérieux, donc c'est dommage parce qu'il y a des belles choses à faire. Après, il y a un problème de communication, il y a un problème de sensibilisation du public aussi, parce que quand tu vois des affiches comme Lyon PSG et que ça brasse pas plus de 5000 ou 6000 personnes, c'est pas normal. Donc il y a vraiment tout un travail à faire aussi de la part des clubs, des joueuses, à nous aussi sur le terrain de produire quelque chose qui donne envie. Je trouve que c'est Nantes qui à ce niveau-là fait un très très bon travail. Moi, depuis qu'elles sont en D2 même, ça avait déjà commencé, mais je trouve qu'en termes de communication et de ce qu'elles proposent, c'est vraiment bien. Donc ce serait bien qu'on arrive à s'inspirer de tout ça, quoi. Ça, c'est sûr que Nantes, c'est vraiment un bon exemple au niveau de l'engagement. Enfin, c'est vrai, à chaque fois quand j'ai été à la Beaujoire, plus de 16 000 personnes. Sopin, c'est toujours quasiment plein, ou voire toujours plein. C'est vrai que c'est un très bon exemple. Et justement, par rapport à la médiatisation, parce que beaucoup disent qu'on peut pas comparer, enfin, qu'on n'a pas le droit, entre guillemets, de comparer le football féminin français au football féminin anglais, qui est bien en avance et qui fait de très bonnes choses, qui a très bien réussi, notamment après, forcément, avec la victoire de la Unices à l'Euro 2022. Est-ce que tu penses que, justement, il faudrait comparer et s'inspirer, plutôt que de répondre aux gens qui disent « Mais non, il ne faut pas comparer parce que c'est deux systèmes totalement différents ». Mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il faut vraiment prendre le bon de chaque ligue et s'inspirer. Bon, pas faire du duplicat de ça, mais je pense que voilà, il y a du bon à prendre et essayer de faire un peu la même chose, quoi. Je pense que la seule différence qui empêche une comparaison, c'est l'amour des Anglais pour le football, à la différence peut-être des Français. Mais c'est le seul point qui fait qu'on peut pas rentrer en comparaison. Je me dis, on a un championnat qui était largement supérieur à tous les autres championnats. Et en fait, on a pris du retard en termes de niveau, en termes de médiatisation, parce qu'on a raté le coche, en fait. Et là-bas, il y a eu des investissements de fait. Et en fait, l'investissement entraîne l'investissement et ça produit de l'argent. Je connais pas une entreprise qui a pu se développer sans qu'on investisse un minimum au départ. Et en fait, je pense qu'ils ont très bien fait. Et effectivement, je pense qu'on devrait s'en inspirer.
Alors, je connais pas trop les plans de la Fédé sur ça, et notamment du coup de la Ligue féminine professionnelle. Mais je pense qu'il va vraiment falloir aller très très vite avant d'avoir un retard qui soit très dur à rattraper, je pense. C'est sûr, c'est sûr. Après, on voit quand même que la Fédé cherche à se développer quand même un peu plus. On va pas. Enfin, il y a des choses qui sont mises en place. Là, j'ai vu qu'ils avaient ouvert un compte TikTok où bah, tout le monde s'y met un peu et je pense que c'est bien. J'ai vu qu'en début de saison, tous les community managers s'étaient réunis. Donc, je pense qu'on peut faire de bonnes choses. Mais ça va prendre un peu de temps. Et je pense qu'il ouais, faut vraiment s'inspirer des Anglais, ce qu'elles arrivent à faire. Et après, je pense qu'on a aussi loupé le coche après la Coupe du Monde 2019 où on n'a pas su surfer sur l'effet post-Coupe du Monde. Je pense que ça, c'était un gros souci où pourtant on a eu des stades remplis avec des équipes légendaires qui sont venues. Mais je pense aussi, est-ce que tu penses que toi, le fait que l'équipe de France, qui n'a encore gagné aucun trophée, est-ce que tu penses que ça aurait une incidence ou pas du tout, à l'instar comme l'Espagne qui a remporté la Coupe du Monde, la Ligue des Nations, mais malheureusement, rien n'a changé en Espagne, quoi. Je sais pas si ça changerait vraiment quelque chose parce que tout le monde dit ça. Alors moi, je trouve effectivement dommage que l'équipe de France, avec la qualité qu'on a et le niveau qu'on a, n'ait encore rien gagné. Mais je pense pas que ça changerait tellement. Je pense qu'il y a vraiment une question. Enfin, il y a plusieurs points à travailler. Déjà, il y a une vraie question de mentalité et de qu'est-ce qu'on veut vraiment, parce qu'il y a le paraître et il y a le fond. Tu vois, on est toujours en négociation pour une convention qui n'est toujours pas sortie, qui aurait dû sortir. Il y a des droits qu'on veut pas nous accorder parce que les clubs bloquent, parce que il y a d'autres entités qui bloquent. En fait, j'ai regardé le reportage sur les Espagnols sur Netflix et je comprends que malgré les titres, en fait, il y a des choses qui n'avancent pas. Donc, je pense pas que ça changerait vraiment quelque chose qu'on gagne un trophée avec l'équipe de France, même si c'est tout le mal que je leur souhaite. Mais je pense c'est à une autre échelle encore que ça se joue. Il y a tout un rôle des médias, mais je pense qu'il y a vraiment tout un rôle des clubs et tout un rôle de la Fédé à faire bouger ça. Je trouve pas ça normal qu'à l'heure actuelle, notre profession ne soit pas encadrée, ne soit pas structurée par un règlement et par une convention. Qui nous accorde des minimums, des droits, des devoirs aussi, mais au moins un minimum de droits. J'entends encore des histoires, je suis en contact permanent avec l'UNFP, et notamment par rapport à ce qui s'est passé à Bordeaux, mais j'entends de ces histoires, je me dis c'est pas possible qu'on en soit là encore maintenant, quoi, en 2024, enfin bientôt 2025. Donc je pense pas qu'un trophée de l'équipe de France changerait quelque chose à l'heure actuelle, si ce n'est peut-être renforcer la volonté des jeunes filles à se mettre au football. Mais tant qu'au niveau professionnel, on n'évoluera pas sur les infrastructures, sur les règlements et les mises à disposition de staff plus complets, de terrains plus comment dire, meilleurs, quoi. Parce qu'on va pas se mentir, que ce soit les terrains d'entraînement ou les terrains de match, à part 2 ou 3, c'est compliqué. Et là, en Angleterre, c'est pas ça. J'ai des coéquipières qui sont parties là-bas, elles me disent, les terrains, elles jouent sur des tapis. Il y a des petits trucs pour mesurer la pelouse et le degré d'hydratation. Enfin, nous, on n'est pas là. Donc, les vestiaires, c'est autre chose. Tout n'est pas parfait partout, mais c'est sûr que si on s'inspire de ce qui se passe à l'étranger, pour le coup, peut-être qu'il y a des choses à faire. Et en parlant de tes coéquipières qui sont parties à l'étranger, moi, ça me fait surtout penser à Julie Thibault qui est partie à Leicester. Est-ce que tu as eu l'occasion d'y aller ou d'aller la voir forcément, je pense que tu as dû échanger avec elle sur les terrains, sur le football féminin là-bas. Est-ce que tu as pu avoir l'occasion d'aller là-bas, vivre un match sur ce genre dans ces stades, quoi? Non, parce que je jouais jusque-là, je jouais en même temps, mais je me suis fait une promesse en arrêtant. Bon, j'ai pas complètement arrêté, mais je me suis fait la promesse qu'une fois que j'aurais arrêté, j'essaierais toutes d'aller les voir au moins une fois. Mais en l'occurrence, pour les terrains, c'est son retour à elle. C'est elle qui m'a dit que là-bas, en fait, Leicester, en plus, ils sont connus, les jardiniers, pour être plutôt bons. Mais même les pelouses des féminines sont impeccables. Les vestiaires, elle nous faisait des vidéos pour qu'on puisse voir les vestiaires. Enfin, c'est assez incroyable, quoi. Donc, je pense qu'effectivement, c'est juste pas comparable avec ici. Pour autant, un niveau qui n'est pas... Je suis persuadée que c'est une équipe qui, si on la fait jouer contre une équipe française, ça peut se taper. Je pense que voilà, elle se situerait dans notre première moitié, mais je pense qu'avec une équipe comme Montpellier ou quoi, peut-être il y aurait match. Donc, et pour autant, les conditions à Montpellier sont quand même assez différentes de celles de Leicester. C'est sûr. Et justement, il y a un sujet là qui m'a touchée ce week-end au congrès donc international de football féminin, où on avait la présidente de la Liga, Béatrice Alvarez, qui nous parlait de toutes les polémiques qu'il y a pu avoir après la Coupe du Monde, comme on a pu le voir avec l'affaire Rubiales ou Jorge Vilda. Elle nous disait qu'il y a eu des effets positifs et heureusement sur le football féminin espagnol, mais il y a eu beaucoup d'effets négatifs, notamment sur la médiatisation, sur les sponsors. Et ça m'a fait penser un peu à la Coupe du Monde 2019 en France, où nous aussi on n'a pas eu que des impacts, on n'a pas eu beaucoup d'impacts positifs, on a eu des négatifs. Est-ce que
toi, en tant que joueuse au sein de Bordeaux, tu as ressenti des effets négatifs, soit sur le club ou soit sur la ligue, vous avez ressenti un impact négatif, je sais pas, que ce soit financier, médiatisation ou je ne sais pas. Après la Coupe du Monde, tu veux dire, ou de manière Ouais, générale? après la Coupe du Monde. Nous, on n'a pas ressenti vraiment d'effet, en tout cas pas au niveau pro. Après, je pense que le nombre de licenciés a augmenté un petit peu, de Oui, ce que j'ai cru ça, oui. comprendre. Après, on n'est pas sur... C'était pas l'envol du siècle. Je crois qu'il y a eu quelques subventions un petit peu qui ont été versées à condition de répondre à des appels à projets ou des choses comme ça. Mais ça, c'est pareil, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de clubs qui demandent les subventions pour les filles et qui les versent pas du tout chez les filles. Donc en fait, maintenant, je sais que la Fédé avait instauré un système, entre guillemets, de on vous donnera la subvention si vous nous présentez un projet concret et à ce moment-là, on vous donne les sous pour ce projet-là. Mais moi, j'ai vu des projets élaborés à Bordeaux avec des subventions et j'ai jamais vu l'ombre d'un projet. Donc, et je pense que malheureusement, je pense que c'est le cas un peu partout, comme peut-être d'autres subventions, pas que pour celles des filles. Mais bon, j'ai pas senti une réelle différence après la Coupe du Monde, non. Peut-être certains supporters qui sont venus par curiosité, du coup, pour voir ce qui se faisait à l'échelle locale. Mais j'ai pas vraiment senti une grosse différence. Par rapport aux médias, parce que c'est vrai que c'est un réel... Enfin, moi, je trouve que c'est un réel problème qu'on soulève pas assez. Les médias qui parlent du football féminin, mais au final, qui n'y connaissent pas grand-chose, qui ont des reporters qui vont sur le terrain, mais au final, qui sont là plus pour peut-être se moquer ou faire un peu du bad buzz. Moi, je trouve ça un peu bête qu'en France, on n'ait pas de médias encore spécialisés dans le football féminin comme on peut avoir en Espagne ou en Angleterre. Et justement, toi, est-ce que tu penses que justement ces médias, je pense qu'il y a un réel potentiel à les exploiter. Est-ce que tu penses que ça aurait un réel impact sur le football féminin français si on a des vrais journalistes ou des vraies personnes qui souhaitent s'investir dans le football féminin et donner le meilleur d'eux-mêmes? Est-ce que tu penses que ça aurait un réel impact? Ouais, je pense. J'ai eu l'occasion, moi, tu vois, il y a quelques semaines de ça, de faire une interview pour The Guardian, c'est un journaliste qui m'a contacté comme ça, et je me suis dit, The Guardian, je me suis dit, attends, quand même, ça me dit quelque chose. Il me dit, en fait, on fait une newsletter toutes les semaines sur le football féminin. Et là, je me suis dit, ah ouais, on n'est vraiment pas dans le même monde. Mais c'est aussi un exemple qu'en Angleterre, ils ont beaucoup progressé. Donc oui, je pense que ça, ce serait hyper positif, à condition, comme tu le dis, d'y mettre des personnes qui connaissent le sujet et qui ont une réelle volonté de le développer. C'est toujours pareil. Enfin, quand je vois les erreurs de noms ou les noms écorchés, mal prononcés ou mal écrits ou je sais plus quel match, nous avait mis Pedro Martinez Losa entraîneur alors qu'en fait il était plus là depuis 2 ans. Je me dis non, là c'est pas possible de montrer du football comme ça. Mais même à l'échelle locale, plusieurs fois il y a eu des articles dans certains journaux, la joueuse citée en bas de la photo n'était pas la même que sur la photo. Et je me dis, en fait, c'est sûr que ça nous rend pas service. Donc, du coup, je te rejoins. Ouais, je pense que ce serait une bonne chose. Après, il faut quand même que ça reste des médias assez indépendants. Le problème du foot, c'est que ce soit les présidents de clubs ou les institutions peut-être un peu plus hautes ont souvent aussi une grande part de décision dans ce qui sort sur les médias, mais avoir effectivement un média indépendant qui propose du contenu, notamment sur les réseaux, puisque c'est ce qui fonctionne le mieux avec les générations de maintenant, ce serait top, ouais. Ouais, c'est vrai qu'en France, on n'en a pas encore assez. On est quelques-uns quand même à en parler, mais c'est vrai que on n'a pas forcément trop de crédibilité, étant donné qu'on n'a pas de carte presse. On n'est pas assez légitime, alors qu'en fait, on est là pour développer le football féminin comparé à des journaux qui, comme tu l'as dit, vont mettre des photos de joueuses, mais ça va pas être les bonnes joueuses. Enfin, franchement, il y a des fois, c'est vraiment ridicule à lire, ou même à entendre. Des fois, tu regardes des matchs, mais tu te dis les prononciations, mais c'est pas possible. Alors que tu vois, aux Jeux Olympiques, il y en a qui, les joueuses se sont enregistrées avant de parler. Elles ont fait l'effort de 3 fois lentement pour que ça soit dit correctement, et t'arrives et au final, franchement, c'est ridicule. Ou même les informations qui sont erronées avec une joueuse qui jouait à tel club et au final, ils l'ont. Enfin, je crois que c'est arrivé c'était Saint-Étienne-Strasbourg, je crois, où il y avait 3 joueuses qui étaient mises sur la feuille de match sur Canal+, et au final, les joueuses n'étaient même plus... Notamment Élise Legroux qui a carrément arrêté. Alors là, c'est quand même très fort. Mais après, malheureusement, c'est à l'image un petit peu de beaucoup de choses. Hein. C'est à l'image un petit peu vraiment de ce qu'on ressent, nous, au quotidien, et je pense que c'est dans beaucoup de clubs pareil. Donc, c'est sûr que ce serait vraiment top de pouvoir évoluer là-dessus, oui. Mais d'un autre côté, je vois les pages de football féminin sur les réseaux sociaux et tout, et je sais que c'est hyper compliqué parce qu'en fait, je vois les vagues de commentaires de gens, je me dis, mais... Donc, je comprends en vrai que ce soit super difficile aussi de se lancer là-dedans.
Donc, je pense qu'il faut le faire avec peut-être plusieurs personnes, un vrai soutien financier pour avoir un réel impact et une vraie motivation. Pour moi, c'est le maître mot. Ça, c'est sûr. Mais c'est vrai que justement, chercher ce soutien financier, c'est un peu compliqué parce que personne ne veut vraiment investir dans le football féminin parce que pour eux, il n'y a pas encore vraiment d'avenir. Du coup, c'est un peu compliqué d'être crédible. Mais c'est vrai que il va falloir continuer à travailler. Et surtout, les vagues de haine, pardon, qu'on peut se prendre. Enfin, franchement, les gens, je me demande, mais c'est pas possible. Alors qu'il y a vraiment des fois des matchs de garçons, mais on n'en parle pas assez, mais c'est plus ridicule des fois que le football féminin, quoi. Et bon, on est en 2024, les gens vont peut-être finir par comprendre que Oh, malheureusement, c'est un peu le reflet de la société. Hein. Quand on voit qu'on est obligé de descendre dans la rue ou qu'on voit encore des procès comme il peut y en avoir en ce moment, je me dis, il y aura toujours ce genre de commentaires, il y aura toujours ce genre de personnes qui, en fait, pas n'aiment pas les femmes, mais en tout cas ne les considèrent pas comme des personnes égales à eux. Donc en fait, à partir de là, mais même il y a des femmes il y a des femmes qui sont aussi dans ce registre-là et qui nous desservent totalement. Hein. Pour qui c'est un sport de garçon. Enfin, pour le coup, je mets les hommes et les femmes dans le même panier. Mais ce qui est sûr, c'est que je sais pas si ça évoluera. Je pense qu'en fait, il faut avancer en les laissant un peu sur les côtés ou derrière nous, parce que malheureusement, je pense pas que ça va s'arrêter de sitôt. Et justement, par rapport au football féminin, je regardais une interview l'autre jour où c'était un média qui interviewait en Angleterre, je crois, des fans français qui leur demandaient, des fans anglais, pardon, et qui leur demandaient en quoi le football féminin, venir à des matchs, c'est une safe place pour eux. Et beaucoup vraiment utilisaient ce mot de safe place. Et moi, je suis un peu d'accord avec eux. C'est vrai que je me sens plus en sécurité dans des matchs de football féminin que des matchs de football masculin. Et pour le coup, pour y avoir emmené par exemple mon cousin, on a fait la finale à Wembley de la FA Cup, l'année dernière. Et c'est vrai que lui m'a dit, il y a vraiment une différence entre le football masculin et le football féminin. Il s'est vraiment senti beaucoup plus à sa place. Franchement, j'étais vraiment étonnée d'entendre dire ça. Et est-ce que toi, tu comprends ce mot? Est-ce que tu le trouves pas peut-être un peu fort, ce mot de safe place pour les fans? Il est peut-être un peu fort, mais si c'est comme ça que les gens le ressentent, c'est peut-être comme ça qu'il faut l'exprimer. Je pense que c'est vrai que j'ai pas entendu vraiment parler de débordement dans des stades où c'était des matchs de femmes. Donc, je pense qu'on est à partir du moment où on n'est pas encore au niveau des garçons, déjà en termes financiers et en termes de... En fait, il y a tellement d'argent qui circule chez les garçons que du coup, tout est amplifié, j'ai l'impression. Que ce soit par les comportements sur le terrain et par les comportements en dehors. Je trouve que nous, on peut peut-être se rapprocher un petit peu plus de l'image du rugby. Je sais pas si t'as déjà vu des matchs de rugby. Mais c'est pareil, moi j'y vais assez régulièrement ici et en fait l'ambiance elle est hyper bonne. C'est-à-dire que ok tu supportes ton équipe mais t'es pas là pour autant pour taper les supporters d'une autre équipe. Donc j'espère que ça restera comme ça. Je souhaite vraiment en tout cas que ça n'évolue pas dans le mauvais sens chez nous. Maintenant j'ai un peu peur qu'évidemment si on tend vers le football, comme c'est le cas chez les garçons, que les supporters, entre guillemets, se radicalisent. Et on est bien placé pour le savoir à Bordeaux, puisqu'on a deux groupes de supporters qui s'entendent pas alors qu'ils supportent le même club. Donc, mais c'est vrai que chez les filles, pour le moment, j'ai pas entendu ce genre de soucis, donc j'espère qu'effectivement, ça restera comme ça, oui. Et est-ce que, justement, quand tu dis que ça restera comme ça, moi j'ai l'impression, et c'est ce que je discutais avec mon oncle, il me disait que lui, il pense que le football féminin va tendre à... Si forcément il y a des investissements qui sont faits, attendre comme le football masculin et du coup qu'il n'y ait plus de proximité avec les joueuses. Et justement, quand j'en discute avec des personnes que je rencontre, le football féminin, pour eux, c'est vraiment la proximité avec les joueuses, c'est de pouvoir discuter après les matchs, de pouvoir échanger, faire des photos, faire des vidéos, faire je ne sais quoi, enfin tout simplement pouvoir échanger. Et moi, je la trouve juste géniale cette proximité, mais on a pu voir, notamment en Angleterre, que certains clubs maintenant interdisent ce genre de rencontres parce que la sécurité des joueuses n'est plus forcément adaptée ou elle est plus adaptée. Et est-ce que tu penses qu'en France on va finir, s'il y a de l'investissement bien sûr, on va finir par tendre à ce modèle, à devoir interdire la proximité et peut-être perdre des fans pour le coup qui eux viennent chercher cette relation de proximité avec les joueuses? Je pense que ça va avec le sujet qu'on a évoqué plus tôt. S'il n'y a pas de débordement, en fait, c'est comme tout, s'il n'y a pas de débordement et que ça reste plus ou moins encadré, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Après, tu vas avoir deux problématiques. La première, c'est que les gens, pour certains, se croient vraiment tout permis. Et ça, même nous, on l'a vécu. C'est-à-dire que tu donnes un petit peu et après, soit si tu donnes pas, on t'en veut, soit si tu donnes pas assez, ou parce qu'il maintenant il en faut plus, on t'en veut aussi. Alors qu'en fait, on est joueuse à un instant T, mais il y a peut-être des moments où on n'a pas envie de parler, il y a peut-être des moments où on n'est pas dispo. Et ça, il y a des gens qui ont du mal à l'entendre et qui parfois peuvent devenir un peu virulents, tu vois. Donc, si ça reste safe pour le coup aussi pour nous, en tant que joueuse, je pense qu'il n'y aura pas de souci à ce niveau-là, à condition aussi que ce soit inculqué. Parce que le deuxième problème, c'est que j'ai un peu peur que
les générations qui arrivent, si ça se professionnalise un petit peu comme ça l'est chez les garçons, perdent aussi cette notion de proximité avec le public parce que on va regarder ce qui se fait chez les garçons et on va reproduire un petit peu la même chose, à savoir on est dans notre bulle, on met les écouteurs. Enfin moi j'en vois, c'est ça aussi, hein. Donc je pense qu'il faut véhiculer les bonnes valeurs et il faut à l'inverse qu'effectivement la sécurité des joueuses soit quand même une priorité mais si ces deux aspects-là, on va dire, sont plutôt maîtrisés, il n'y a pas de raison que ça change, même si je rejoins un peu ton oncle sur le fait que c'est pas impossible que ce soit de plus en plus difficile d'accéder facilement aux joueuses ou aux séances d'entraînement, comme c'est le cas un peu partout, quoi. Et est-ce que toi, tu as déjà été confrontée à ce genre de situation, où tu t'es peut-être senti un peu oppressée par les fans à la fin du match, ou accaparée, ou je sais pas? Disons que ça dépend des moments. Ouais, ça m'arrive. En fait, ça me dérange pas du tout d'aller voir les supporters, et en général, je suis la première à le faire. Mais il y a des moments où il y a ma famille et en fait les gens ont du mal à faire la part des choses, c'est-à-dire que quand je suis avec ma famille après certains matchs, j'ai pas envie d'aller voir d'autres gens. Ma famille, je les vois pas beaucoup, donc c'est ma priorité. Mais c'est plutôt à travers les réseaux sociaux. Enfin, je sens que vraiment les gens sont oppressants sur les réseaux. Alors l'avantage des réseaux, c'est qu'on peut très bien les bloquer ou couper ça, mais je me dis parfois c'est un peu et vraiment en plus à mon échelle, franchement, je me dis pour celles qui sont vraiment plus connues dans des plus grosses structures au niveau international et tout, ça doit être l'enfer. Donc ça m'est déjà arrivé, mais c'est jamais malsain, hein, je pense, de la part des gens. C'est juste qu'en fait, nous en tant que joueuses, notre priorité à un instant, c'est peut-être pas le supporter qui a envie de discuter avec nous, c'est peut-être notre famille ou c'est peut-être nos proches, ou tout simplement nous avec nous-mêmes. Des fois, on n'a pas envie de parler, quoi. Ouais, c'est sûr. Et j'ai une dernière petite question. Si tu avais un message à faire passer aux jeunes filles qui veulent se lancer dans le football féminin, qui veulent devenir pro, qui ont des ambitions, mais qui ont peur, ou alors qui ont reçu des critiques de la part des garçons, de la part de parents qui disent qu'elles n'ont pas leur place dans le football féminin, qu'est-ce que tu leur dirais à ces jeunes filles? Je dirais que déjà, si c'est des femmes, il faut qu'elles s'attendent à recevoir des critiques, quel que soit ce qu'elles vont faire. On en a toutes reçues et on a toutes avancé avec. Je pense que pour le coup, les réseaux sont un fléau pour ça, parce qu'ils mettent en avant certaines critiques plus que d'autres. Mais ce qui est sûr, c'est que je dirais à ces petites filles de foncer. Franchement, c'est une expérience qui est incroyable. Peu importe le temps que ça dure, que ce soit 1 an, 2 ans ou 10 ans. Franchement, vivre de sa passion, c'est un truc de fou. Donc vraiment, pour des petites filles qui veulent se lancer, être professionnelle, c'est possible. Vivre du foot, c'est possible. Nous, on se bat pour que les conditions évoluent, pour que le cadre soit pour elles plus sécure et plus intéressant. Mais on va avoir besoin de ces générations-là et des petites filles, en fait, pour que le foot devienne à un moment donné réellement professionnel, au sens reconnu, valorisé et mis en avant, en fait. Nous, on se charge de les sécuriser, mais derrière, ça va passer par elles. Donc franchement, moi, je ne peux que encourager les petites filles à faire ce métier-là, parce que c'est vraiment une expérience incroyable. Je pense que je connais pas un métier qui procure plus d'émotions et de sensations que le football. Merci beaucoup, Andrea, pour ta sincérité, ton partage d'expérience avec nous. Je te souhaite un bon courage pour la suite de la saison et puis je te dis à bientôt. Pas de souci, avec plaisir. Merci à toi. C'était Pitchside, le podcast qui vous rapproche du football féminin et de ses acteurs. J'espère que ce premier épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochains épisodes à venir sur la chaîne. Et puis je vous dis à bientôt.